Ma femme infidèle a accidentellement envoyé, via AirDrop, les photos de sa liaison sur notre iPad commun. Ensuite, son amant s'en est pris à moi et a fini en prison. Ma femme Chloé, âgée de 32 ans, et moi, Antoine, 34 ans, sommes mariés depuis 7 ans. Nous avons construit notre vie ensemble dans un quartier résidentiel agréable près de Lyon. Je travaille dans la cybersécurité et elle est dans le marketing pour une PME. Il y a quelques mois, j'ai décidé d'acheter un nouvel iPad pour notre foyer. L'ancien devenait lent et la batterie tenait à peine 1 heure. J'ai pensé que ce serait utile pour nous deux. Je pourrais l'utiliser pour naviguer sur Internet et regarder des vidéos, et elle pour son travail de conception graphique quand elle ne voulait pas rester coincée à son bureau. Je l'ai associé à mon identifiant Apple, mais je l'ai aussi connecté au compte de Chloé pour partager des photos et pour plus de commodité. De cette façon, nous pouvions tous les deux l'utiliser sans avoir à nous connecter et nous déconnecter. Nous avions toujours partagé nos appareils et nos mots de passe. À cette époque, elle a commencé à mentionner un nouveau collègue au travail nommé Karim. Selon elle, il venait de rejoindre son équipe créative et apporter une énergie nouvelle à ses projets. Elle le mentionnait nonchalamment dans la conversation, disant qu'il avait des idées intéressantes ou comment il l'avait aidé avec un client difficile. Puis, les choses ont commencé à changer subtilement. Elle a commencé à travailler plus tard, prétextant que son équipe avait décroché un client important qui nécessitait une attention particulière. Elle rentrait fatiguée, mais étrangement énergisée, parlant de verres pris avec l'équipe et de séances de brainstorming. J'ai remarqué qu'elle devenait plus protectrice avec son téléphone portable. Elle l'emmenait partout. Si j'entrais dans une pièce pendant qu'elle envoyait des messages, elle le posait rapidement. Si je demandais avec qui elle parlait, elle disait simplement que c'était pour le travail ou juste Sophie, son amie de toujours. Un soir, j'étais assis dans notre salon à utiliser l'iPad pour naviguer sur Reddit. Une notification est apparue, l'iPhone de Karim souhaite partager des photos. Avant que je puisse réagir, plusieurs images sont apparues sur l'écran via AirDrop. Mon cœur s'est serré. Les photos étaient explicites et montraient Chloé dans ce qui semblait être une chambre d'hôtel avec un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Sur un cliché particulièrement clair, je pouvais voir notre photo de mariage sur sa table de chevet en arrière-plan. Ce n'était pas de vieilles photos d'avant notre rencontre. C'était récent. C'était en train de se produire. J'ai accepté le transfert pour conserver les preuves. Mes mains tremblaient. Juste au moment où j'assimilais ce que je voyais, j'ai entendu des pas précipités descendre les escaliers. Elle est apparue sur le seuil, le visage pâle en me voyant tenir l'iPad avec ses photos affichées. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle haleté. J'ai tourné l'écran vers elle. « Je crois que Karim voulait envoyer ça sur ton téléphone, pas sur l'iPad. » Elle s'est figée. Pendant plusieurs secondes, elle a juste regardé l'écran puis moi, ouvrant et fermant la bouche sans dire un mot. Finalement, elle a tenté la plus vieille excuse du monde. Ce sont de vieilles photos d'avant nous. J'ai zoomé sur une image en pointant notre photo de mariage visible en arrière-plan. Sérieusement ? Parce que c'est la photo de notre mariage, juste là. Elle s'est alors effondrée, s'affaissant sur le canapé en face de moi. D'abord sont venues les larmes, puis les excuses. C'était juste physique, ça ne signifiait rien. J'allais y mettre fin. J'ai fait une erreur. Je t'aime encore. Je lui ai demandé depuis combien de temps cela durait. Elle a affirmé que cela ne faisait que 2 mois. Je lui ai demandé où il se voyait. Parfois chez lui, parfois dans des hôtels après des événements professionnels. Je lui ai dit de faire une valise avec ses affaires essentielles et de partir le soir même. Tu ne peux pas être sérieux, a-t-elle dit. Nous devons en parler. Nous pouvons arranger ça. J'irai en thérapie. Je démissionnerai de mon travail. S'il te plaît. Il n'y a rien à arranger. Tu as pris ta décision quand tu as décidé d'avoir une relation avec Karim. Maintenant, je prends la mienne. Tu jettes 7 ans par la fenêtre sans même essayer. C'est tout. Une erreur et c'est fini. Ce n'était pas une erreur. C'était des dizaines de décisions, des centaines de mensonges. Chaque fois que tu lui écrivais, chaque fois que tu le voyais, chaque fois que tu rentrais à la maison, que tu me regardais dans les yeux et que tu mentais sur l'endroit où tu avais été. Tout cela. C'était des décisions. Elle a essayé de me blâmer. Je travaillais trop. Je ne lui faisais pas assez de compliments.
Je n'avais pas remarqué sa nouvelle coupe de cheveux le mois dernier. Je l'ai interrompu. Si tu n'étais pas heureuse, tu aurais pu me parler, tu aurais pu suggérer une thérapie, tu aurais même pu demander le divorce. Au lieu de cela, tu as choisi de me tromper. C'est ta faute, pas la mienne. Finalement, elle a appelé sa sœur pour qu'elle vienne la chercher pendant qu'elle faisait une valise. À minuit, elle était partie et j'ai changé les serrures le lendemain matin. Le jour suivant, j'ai contacté un avocat spécialisé en droit de la famille et programmé une consultation. J'ai expliqué la situation et lui ai montré les photos arrivées par AirDrop sur notre iPad. Il m'a conseillé de sécuriser tous les comptes financiers et de tout documenter. J'ai changé les mots de passe de nos comptes joints, fait des copies de tous les documents importants et commencé à tenir un journal détaillé de toute communication avec Chloé. 3 jours après son départ, j'ai reçu le premier message de Karim, « Tu dois parler à Chloé. Tu lui brises le cœur pour rien. » Le lendemain, un autre message, « Elle a commis une erreur. Ne jette pas ton mariage en l'air parce que ton ego est blessé. » J'ai bloqué son numéro. C'est alors que les choses ont dégénéré. Environ une semaine après avoir découvert sa liaison, je sortais du travail quand j'ai vu quelqu'un appuyé contre ma voiture sur le parking de l'entreprise. En m'approchant, je l'ai reconnu d'après les photos. Karim était plus grand que je ne le pensais, avec le genre de physique de salle de sport qui suggérait qu'il passait plus de temps sur son apparence que sur son caractère. Nous devons parler. Nous n'avons rien à nous dire. Il a bloqué mon chemin, Chloé est anéantie à cause de toi. Tu dois te comporter en homme et arranger les choses avec elle. Éloigne-toi de ma voiture. Pas avant que tu ne m'aies écouté. Tu laisses tomber une femme bien pour une erreur stupide. Ton erreur est la sienne. Maintenant, bouge. Il m'a alors poussé, me projetant contre la voiture. Tu crois que tu vaux mieux que moi. Tu n'as pas su la satisfaire. C'est pour ça qu'elle est venue vers moi. Je l'ai averti de reculer. Il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a lancé un coup de poing qui m'a atteint à la mâchoire. Je ne suis pas un bagarreur, mais l'adrénaline a pris le dessus. Je l'ai repoussé violemment. Il s'est de nouveau jeté sur moi, lançant des coups désordonnés. Pendant la lutte, il a perdu l'équilibre et est tombé, se cognant la tête contre le bitume avec un bruit sourd. J'ai immédiatement appelé le 17. En attendant les secours, j'ai vérifié qu'il respirait. Il était inconscient, bien que clairement sonné. Quand la police est arrivée, je leur ai fait une déposition complète. Heureusement, le parking avait des caméras de surveillance qui avaient tout enregistré de l'incident. Ils l'ont emmené à l'hôpital avec une commotion cérébrale. J'ai appris plus tard qu'il avait été placé en garde à vue une fois que les médecins avaient autorisé sa sortie, car les enregistrements de sécurité le montraient clairement comme l'agresseur. Chloé m'a appelé ce soir-là, absolument furieuse. Selon elle, j'avais provoqué Karim et je devais retirer ma plainte. J'ai refusé. Elle a menacé que cela empirerait les choses pour notre procédure de divorce. Je lui ai dit que l'agression de son amant n'était pas mon problème. Le lendemain, j'ai déposé une demande d'ordonnance de protection contre Karim et Chloé. Celle de Karim a été accordée immédiatement compte tenu de l'agression. Celle de Chloé a été temporairement refusée en attendant une audience complète, car il n'y avait pas de preuves suffisantes qu'elle représentait une menace immédiate. Les choses sont devenues plus compliquées quand j'ai découvert qu'elle avait retiré 7 500 € de notre compte épargne joint sans me consulter. J'ai contacté la banque pour geler les comptes joints restants immédiatement et j'ai notifié mon avocat du retrait. 2 semaines après l'incident, j'ai appris par un ancien collègue que Chloé avait été licenciée de son travail. Son entreprise avait des politiques strictes sur les relations entre les chefs d'équipe et leurs subordonnés, ce que Karim était. Elle ne m'avait pas mentionné cela, bien sûr. Karim a été officiellement mis en examen pour agression et plus tard pour violation de l'ordonnance de protection après avoir essayé de m'appeler depuis la prison. Son casier judiciaire antérieur n'a pas aidé son cas. Il avait des antécédents pour une bagarre dans un bar il y a 2 ans. L'avocat de Chloé a contacté le mien pour demander une pension alimentaire temporaire, puisqu'elle avait perdu son travail. Mon avocat a répondu avec des preuves de sa liaison et le fait que son licenciement était dû à ses propres actions en violant la politique de l'entreprise. Lors de l'audience complète pour l'ordonnance de protection contre elle, le juge a accordé une ordonnance limitée qui lui interdisait d'approcher de ma maison ou de mon lieu de travail, mais lui permettait de me contacter via nos avocats respectifs concernant le divorce. Peu après,
j'ai découvert qu'elle utilisait notre carte de crédit commune pour des séjours à l'hôtel avec Karim. J'ai annulé toutes les cartes de crédit communes immédiatement et remis les relevés à mon avocat. Malgré l'ordonnance de protection, Chloé s'est présentée chez moi sans préavis, prétendant qu'elle avait besoin de récupérer des documents importants. Je n'ai pas ouvert la porte. Au lieu de cela, j'ai appelé la police, qui l'a raccompagnée à l'extérieur et a documenté la violation. Le procès de Karim pour l'agression a été bref. Les enregistrements de sécurité laissaient peu de place à l'interprétation, le montrant clairement comme l'agresseur. Il a été déclaré coupable et condamné à 6 mois de prison ferme. Une sentence plus lourde que ce qui pourrait être typique pour une première agression, mais son casier antérieur et la violation de l'ordonnance de protection ont influencé la décision du juge. Quand Chloé a appris la sentence de Karim, elle m'a envoyé une rafale de SMS me blâmant d'avoir détruit 2 vies. Je les ai transmis à mon avocat. Je ne sais pas ce qu'il adviendra du divorce à partir de maintenant. Mon avocat semble confiant que la liaison de Chloé, sa mauvaise conduite financière et la violation de l'ordonnance de protection joueront en ma faveur. Ce que je sais, c'est que j'ai pris la bonne décision ce soir-là quand je lui ai dit de partir. Je ne m'attendais jamais à être dans cette position, mais j'y suis. Elle a pris une série de décisions qui ont priorisé sa propre satisfaction au-dessus de notre mariage, de ma confiance et de ma tranquillité d'esprit. Quant à Karim, le fait qu'il se soit cru la victime après m'avoir agressé est une preuve suffisante qu'il est exactement là où il doit être, à l'autre bout d'une ordonnance de protection et d'une peine de prison. Mise à jour, quelques mois ont passé. Pour ceux qui auraient besoin d'un rappel, la liaison de ma femme Chloé a été exposée lorsque son amant Karim a envoyé accidentellement leurs photos intimes par airdrop sur notre iPad familial. Je l'ai mise à la porte et ensuite Karim s'en est pris à moi physiquement sur le parking de mon travail, ce qui a entraîné son arrestation et une peine de prison. Ce que je n'avais pas mentionné dans ma publication précédente, c'est que j'ai découvert que Chloé diffusait une version différente des faits à sa famille et à certains de ses amis. Selon son récit, j'étais contrôlant et psychologiquement abusif tout au long de notre mariage, ce qui l'a conduite à chercher du réconfort ailleurs. Elle a commodément omis la partie où elle avait une relation inappropriée avec son subordonné au travail et me mentait effrontément pendant des mois. Je n'ai pas pris la peine d'essayer de corriger la perception de tout le monde. Les gens qui me connaissaient vraiment ne croyaient pas son histoire et je n'avais pas l'énergie de convaincre les autres. Cependant, j'ai fourni à mon avocat des SMS et des enregistrements de nos conversations qui montraient clairement que ces accusations étaient fausses. Cela s'est avéré utile plus tard. Environ une semaine plus tard, j'ai reçu une proposition d'accord de l'avocat de Chloé qui a failli me faire m'étouffer avec mon café. Il demandait 65% de nos actifs, prétendant que mon abus psychologique et ma faute dans la rupture du mariage justifiaient cette division inégale. Ils ont également demandé une pension alimentaire temporaire, puisqu'elle avait perdu son travail. Mon avocat a répondu avec nos preuves, la documentation de sa liaison, les preuves que son licenciement était dû à la violation de la politique de l'entreprise pour avoir eu une relation avec un subordonné. Et les registres de sa mauvaise conduite financière en retirant 7 500 € de notre compte joint sans me consulter. Nous avons également inclus les rapports de police documentant sa violation de l'ordonnance de protection. Pendant ce temps, elle a créé plusieurs publications sur les réseaux sociaux insinuant que j'étais un agresseur, en identifiant des amis communs pour s'assurer qu'ils les voient. J'ai documenté ces publications sans répondre et les ai remises à mon avocat comme preuve de diffamation. Mon avocat m'a conseillé que, bien que je puisse intenter un procès pour diffamation, il serait préférable d'utiliser cela comme levier dans la procédure de divorce. La stratégie a fonctionné. Après avoir vu nos preuves, l'avocat de Chloé a retiré la proposition des 65%. Je soupçonne que son avocat a eu une conversation franche avec elle sur la façon dont son comportement sapait sa position. À cette époque, j'ai découvert que Chloé logeait chez les parents de Karim depuis qu'il était en prison. Cela expliquait pourquoi elle ne m'avait pas contacté pour demander de l'argent. Elle avait trouvé un autre système de soutien. Ce qui m'a surpris, c'est d'apprendre qu'elle disait aux gens qu'elle était enceinte de l'enfant de Karim. Cette nouvelle est venue de sa sœur, qui semblait sincèrement inquiète. Elle m'a dit que Chloé avait annoncé sa grossesse aux membres de la famille et l'utilisait pour expliquer son état émotionnel et ses besoins financiers. J'ai informé mon avocat immédiatement, qui a déposé une requête pour que le divorce se poursuive indépendamment de l'état de grossesse, puisque la paternité n'était pas en doute. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre inattendue de Karim depuis la prison. Dans celle-ci, il admettait que la liaison était son idée et s'excusait pour l'agression.
Il écrivait qu'il avait laissé ses émotions le dominer et qu'il n'avait jamais eu l'intention de causer autant de tort. La lettre semblait calculée, comme s'il essayait de créer une trace écrite qui pourrait l'aider à obtenir une libération anticipée ou de la clémence. Le tribunal a programmé une audience sur la demande de Chloé de retarder la procédure en raison de sa grossesse à haut risque. Le juge aux affaires familiales a refusé sa demande, notant que la grossesse n'empêche pas de finaliser un divorce, surtout quand la paternité n'est pas contestée. Après ce revers, son avocat a proposé un nouvel accord avec des termes plus raisonnables. Pendant que cela se négociait, j'ai appris par des amis que Chloé disait aux gens qu'elle n'était pas réellement enceinte. Apparemment, la grossesse avait été inventée pour gagner de la sympathie et possiblement retarder le divorce. Juste quand je pensais que les choses pourraient se calmer, Chloé a de nouveau violé l'ordonnance de protection de manière spectaculaire. J'étais à ma salle de sport au milieu d'un entraînement quand elle est entrée. J'ai essayé de l'ignorer en espérant qu'elle partirait, mais au lieu de cela, elle s'est approchée de moi et a commencé à faire une scène. Elle s'est mise à crier que j'avais ruiné sa vie. Le gérant de la salle est intervenu et a appelé la police. Le temps que les agents arrivent, elle était en plein effondrement, pleurant et affirmant que je l'avais menacée. Je ne lui avais pas dit un seul mot. Ils l'ont emmenée au poste pour violation de l'ordonnance de protection. Elle a passé la nuit en garde à vue et a été libérée sous caution le lendemain matin. L'incident a semblé être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour son avocat, qui s'est retiré de l'affaire en raison de différends irréconciliables avec sa cliente. Je soupçonne qu'il lui conseillait de suivre les ordres du tribunal et qu'elle avait ignoré ses conseils à plusieurs reprises. Elle a engagé un nouvel avocat qui a immédiatement tenté une approche différente, demandant que toutes les procédures antérieures soient annulées en raison de sa détresse mentale pendant le processus. Le juge a refusé la demande et lui a ordonné de se conformer aux ordonnances judiciaires précédentes. À cette époque, j'ai reçu une notification indiquant que la libération anticipée de Karim avait été refusée. Apparemment, il avait essayé de me contacter par le biais de tiers malgré l'ordonnance de protection, ce qui violait les termes d'une éventuelle libération anticipée. Le nouvel avocat de Chloé a proposé un accord rapide. Elle obtiendrait 25% de nos actifs et aucune pension alimentaire. Après avoir consulté mon avocat, j'ai accepté l'offre avec des stipulations supplémentaires sur l'absence de contact à l'avenir. À ce stade, je voulais juste que tout se termine. L'audience finale du divorce a été brève. Le juge a approuvé notre accord et Chloé a essayé de me parler après, mais je suis parti sans lui adresser la parole. 2 jours plus tard, j'ai reçu la confirmation que notre divorce était officiellement finalisé. Le divorce s'est conclu selon des termes justes compte tenu des circonstances. J'ai encore des moments où la trahison me frappe fort. 7 ans de mariage sont un investissement significatif et il y a de la douleur à perdre ce que je pensais que nous avions. Mais surtout, je me sens soulagé. Pour ceux qui se posent la question sur l'iPad qui a tout déclenché, je l'ai gardé. Entre mentir sur des abus, manipuler des amis communs, feindre une grossesse, violer une ordonnance de protection plusieurs fois et essayer quand même de jouer la victime, son comportement est véritablement déconcertant. Mise à jour 2 mois plus tard. Environ 2 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour et je commence enfin à sentir que ma vie revient à la normale. Le divorce est finalisé. La poussière est retombée et j'ai pu aller de l'avant d'une manière que je ne croyais pas possible quand ce cauchemar a commencé. Après avoir changé mon numéro de téléphone et mon adresse email pour éviter tout contact supplémentaire, j'ai profité d'une période de paix relative. Les seules nouvelles que j'ai reçues d'elle sont venues par des tiers et, honnêtement, cela me convient très bien ainsi. Un de mes anciens collègues m'a contacté pour me dire que Chloé disait aux gens qu'elle prévoyait de déménager dans une autre région une fois que Karim sortirait de prison. Apparemment, ils vont prendre un nouveau départ ensemble, loin de toute la négativité d'ici. Bon débarras. Plus ils sont loin tous les deux, mieux c'est. Les documents finaux confirmant le partage de nos biens sont arrivés il y a environ 3 semaines. L'accord lui a donné 25% de nos actifs sans pension, ce qui est plus que juste étant donné les circonstances. Avec le divorce officiellement derrière moi, j'ai décidé qu'il était temps pour mon propre nouveau départ. J'ai vendu notre maison conjugale, où il y avait trop de mauvais souvenirs, et j'ai acheté un appartement dans un immeuble sécurisé. Le gardien et le système d'entrée par badge me donnent la tranquillité d'esprit que ni Chloé ni Karim ne pourront se présenter sans préavis quand il sortira de prison. Déménager a été cathartique. Je me suis débarrassé de la plupart des meubles que nous avions achetés ensemble et je suis reparti de zéro avec des pièces qui n'étaient qu'à moi.
C'est incroyable à quel point je me suis senti plus léger une fois que je n'étais plus entouré de rappels de notre vie commune. Par ailleurs, j'ai appris que Chloé disait aux gens qu'elle avait échappé belle en divorçant de moi. Selon elle, c'est elle qui m'a quitté, pas l'inverse. Dans son récit révisé, elle affirme apparemment que découvrir ma nature vengeresse pendant la procédure de divorce lui a prouvé qu'elle avait pris la bonne décision en mettant fin aux choses. La gymnastique mentale nécessaire pour transformer le fait d'être prise en flagrant délit d'infidélité, de perdre son travail, de violer une ordonnance de protection et d'être arrêtée en une histoire où elle est l'héroïne qui réalise une évasion courageuse est vraiment impressionnante. Karim a été impliqué dans plusieurs altercations pendant son incarcération, ce qui a prolongé sa peine d'1 mois supplémentaire. Son tempérament, dont j'ai fait l'expérience de première main lors de cet affrontement sur le parking, ne s'est apparemment pas amélioré en prison. Cela n'augure rien de bon pour le fantasme de Chloé de leur nouveau départ ensemble, mais ce n'est plus mon problème. La semaine dernière, j'ai reçu l'email final indiquant que toutes les affaires juridiques restantes entre Chloé et moi sont résolues. Mon avocat m'a félicité pour avoir surmonté ce qu'il a appelé l'un des divorces les plus compliqués qu'il ait géré ces dernières années. Ce qui en dit long. Par le biais d'un ancien collègue qui garde encore contact avec des gens de l'ancienne entreprise de Chloé, j'ai entendu quelque chose d'intéressant. Apparemment, Karim a eu des liaisons avec 2 autres femmes mariées dans son entreprise avant de jeter son dévolu sur mon ex-femme. Il semble avoir l'habitude de rechercher des femmes mariées, appréciant peut-être le défi ou le drame. Il y a environ 10 jours, Chloé a essayé de me contacter via un faux compte sur les réseaux sociaux. Le message était bref, demandant si nous pouvions parler en adulte de certains objets personnels qu'elle prétend que j'ai encore. Je l'ai reconnu immédiatement, j'ai bloqué le compte et je n'ai pas répondu. Tout ce qu'elle a laissé derrière elle a été vendu avec la maison ou donné il y a des mois. J'ai aussi entendu dire qu'elle n'avait pas pu trouver d'emploi dans son domaine professionnel. Apparemment, elle fait des petits boulots dans la vente pour joindre les 2 bouts. Karim est sorti de prison la semaine dernière et les conséquences étaient presque prévisibles. Selon un ami qui en a été témoin, Chloé et Karim ont eu une dispute publique dans le restaurant où elle l'a récupéré après sa libération. Apparemment, la prison l'avait changé, et pas en mieux. Il était en colère parce qu'elle ne lui avait pas rendu visite plus souvent et se demandait avec qui elle avait passé du temps pendant qu'il était enfermé. L'ironie de voir un homme infidèle s'inquiéter d'être trompé à son tour ne m'a pas échappé. La mise à jour la plus récente est arrivée il y a à peine 3 jours. Karim a rompu avec Chloé peu après sa libération. Les détails sont flous, mais il semble que le fantasme n'ait pas pu survivre à la réalité de la vie quotidienne ensemble. Sa sœur m'a informé que Chloé allait maintenant retourner dans sa ville natale, ruinée financièrement et socialement isolée. La plupart de nos amis communs ont pris mon parti. Elle se retire vers le seul système de soutien qui lui reste, sa famille. L'iPad qui a tout commencé est sur la table basse de mon nouvel appartement. Parfois, je pense à m'en débarrasser, mais ensuite je me souviens que sans cet appareil, je pourrais encore vivre dans l'ignorance, marié à quelqu'un qui prévoyait de me quitter après m'avoir pris tout ce qu'elle pouvait. Commentaire, cette histoire est intense, et je sais qu'elle peut raviver des blessures profondes. Elle nous rappelle à quel point il est essentiel de définir et de protéger nos limites personnelles. Se respecter est le premier pas pour se reconstruire après une épreuve. Nous ne pouvons pas toujours contrôler les actions des autres, mais nous avons toujours le choix de notre réaction. Choisir la dignité plutôt que le chaos est un acte d'une immense force. Le chemin de la guérison commence souvent par la décision, difficile mais nécessaire, de préserver sa tranquillité. Parfois, le plus grand acte de bienveillance est celui qu'on s'accorde à soi-même en s'éloignant de ce qui nous blesse. La vraie paix arrive lorsque l'on cesse de mener de vieilles batailles pour commencer à bâtir un nouvel avenir. Je vous souhaite de toujours trouver la force de choisir ce qui est juste pour votre propre bien-être. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.